cette vidéo, nous allons cheminer au travers de 4 nomenclatures utilisées actuellement pour parler de santé au travail. Nous verrons les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, le bien-être au travail et enfin la qualité du travail. J'aborderai les limites d'action ainsi que les possibilités d'investigation concrètes qu'offrent ces différentes constellations pour permettre de dégager du sens et des moyens de transformation des organisations, afin d'y permettre un maintien et le développement de la santé performative. Alors développons le pouvoir d'agir, à tout de suite. Qu'est-ce que la qualité de vie au travail ? Entre QVT et bien-être au travail, on parle même du bonheur au travail que les entreprises devraient offrir à leurs salariés. Je comprends que l'on puisse se perdre dans l'ensemble de ces termes qui se mêlent et s'entremêlent. Après tout, c'est peut-être la même chose, puisqu'ils semblent parler du même sujet, en l'occurrence du travail. Eh bien, pas tout à fait. Si l'importance et la prise en compte de la santé physique et mentale commencent à être reconnues pour soutenir la performance des entreprises, cette considération reste assez balbutiement. S'il existe la catégorie des risques physiques, avec les accidents du travail, les maladies professionnelles, il nous faut aborder celle des risques psychosociaux. Un risque psychosocial est un ensemble de phénomènes qui affectent principalement la santé mentale des travailleurs, selon Cox. Comme le soulignent Mathieu Poirot et Bruno Lefebvre, un RPS correspond au danger qu'un contexte de travail fait peser sur la santé psychologique d'un salarié. Par extension, on en vient à considérer l'ensemble des risques professionnels portant atteinte à la santé, voire à l'intégrité physique et mentale des salariés. Je n'entre pas dans les détails des risques psychosociaux, une oscillation des terminologies dans le temps. On peut constater une évolution dans le temps dans l'utilisation de la terminologie, avec un changement notable environ tous les 2 à 3 ans. Là où l'on parlait de stress, on a construit la catégorie des risques psychosociaux, RPS, que l'on continue à utiliser, mais cette dernière tend à être substituée par la QVT, moins anxiogène. On parle aussi de souffrance au travail plus facilement qu'auparavant, bien que cela reste encore tabou. Il aura fallu attendre les drames des suicides en série à France Télécom pour commencer à se poser des questions, alors que des experts comme Christophe Dejour alertaient sur la souffrance au travail depuis des décennies. La sortie du déni sur les réalités des situations de travail est un chemin encore ardu, mais il y a des avancées. Il est à noter que le concept de qualité de vie au travail, QVT, n'est pas récent. En effet, il a été développé aux États-Unis dans les années 60. Actuellement, l'on met l'accent sur la qualité de vie au travail, voire du bien-être au travail. Comprendre la qualité de vie au travail, QVT. Une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail, QVT, vise à l'amélioration des conditions de travail de manière générale, c'est-à-dire comme le stipule l'accord national interprofessionnel sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, ANI, définissent la QVT comme étant les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci, détermine la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. On parle de QVT, mais ce terme reste flou. On ne sait pas très bien ce que recouvre la question de la qualité de vie au travail, tant que les dimensions sont étendues, et recouvre un ensemble d'actions à conduire comme d'indicateurs à prendre en compte. La confusion et la substitution des dispositifs cosmétiques de bien-être au travail à une vraie démarche de QVT, c'est-à-dire qui permet une véritable réflexivité sur ce qui se passe réellement dans l'organisation, participe à la brouille. Limite et dépassement du bien-être au travail. La distinction entre QVT et bien-être au travail est assez nette, et ne porte en définitive peu sur leur titre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le bien-être au travail se définit comme suit. Un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d'un côté les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur, et de l'autre les contraintes et les possibilités du milieu de travail. Or, naïvement, l'on rabat et cantonne ce bien-être au travail à des services offerts caricaturaux, faisant plus ou moins référence aux capacités d'adaptation déficitaires des individus à un milieu de travail. Dès lors, on déploiera tout un arsenal orthopédique de perfusion par des séances de relaxation, des massages, un abonnement à la salle de sport, des séances de sophrologie, de la PNL, programmation neurolinguistique pour la gestion du stress. Des stages pour mieux s'organiser, convoquant à la fois des éléments de l'ordre individuel et collectif, comme des stages de cohésion ainsi que des after-work, mais aussi environnemental que nous verrons un peu plus tard. Si ces services soulagent un temps et font plaisir, en revanche, ils ont peu d'effet sur la QVT. Pourquoi ? Eh bien, si vous voulez repeindre une porte avec une jolie couleur qui brille en mettant un beau vernis dessus, ces actions ne changeront pas l'état du bois pourri en dessous, même avec la plus belle des peintures. Vous comprenez bien la limite. En restant à la surface, au mieux en traitant en partie le symptôme, ou pire, en contribuant à invisibiliser les enjeux du travail par une substitution du problème par le symptôme. Or, le symptôme n'est que la partie visible de la question réelle du sens de ce symptôme, c'est-à-dire les enjeux du travail qui, eux, restent sous le tapis. C'est là le problème.
C'est en cela que ces dispositifs restent insuffisants et ont des effets limités puisqu'ils ne font que retarder l'effondrement, quand ils ne contribuent pas à l'accélérer. Car l'investissement en termes d'énergie et de mobilisation personnelle qu'ils demandent sont conséquents pour un individu arrivé à saturation. Mais alors que faire? Comment attraper cette question si les services proposés pour traiter les symptômes et soulager le mal endémique générés par les organisations du travail sont partiels et insuffisants pour être efficaces et pérennes dans le temps. La qualité du travail avant tout. Mais au fond, on entend quoi par qualité de vie au travail? En définitive, la qualité de vie au travail n'a pas beaucoup de sens, parce que l'on parle que trop rarement du travail, alors qu'il est central. Si bien que l'on ne prend pas la QVT à sa racine, c'est-à-dire la qualité du travail. Si bien qu'il est préférable de parler de qualité du travail plus que de qualité de vie au travail. Parce qu'avant de prendre soin des hommes, il est primordial de prendre soin du travail lui-même, comme le rappelle Yves Clos. Seul moyen d'avoir des actions réelles sur le développement de la santé. On en revient toujours à la même base, c'est-à-dire celle du réel, revenir à ce fondamental trop souvent dénié au profit de la maîtrise des process. Parce que ce qui contribue à éroder la santé, c'est l'exécution d'un travail en mode dégradé, où l'on n'est pas fier de ce qui a été fait. On parle de sale boulot, de travail ni fait ni à faire. En s'intéressant au travail lui-même, cela va ouvrir des champs d'action nouveaux. Alors à ce moment-là, on peut s'interroger collectivement sur c'est quoi faire un travail de qualité. Quels sont les critères pour définir cette qualité du travail? Voilà une question qui n'est jamais tranchée. Le plus intéressant avec cette question, c'est que les gens entre eux ne sont pas forcément d'accord sur c'est quoi faire du bon travail. Entre rentabilité, santé, sens donné à ce que l'on fait, manière de l'organiser, manière de le faire, cela pose des dilemmes, des arbitrages, des compromis à négocier. Et oui, cela se discute, bien que ce soit rarement le cas. Passons à côté, de fait, du développement des possibilités d'action à mettre en œuvre pour penser ce que l'on fait, par ces différences de point de vue sur un même objet. Construire ce dialogue à plusieurs voies permet de retrouver un pouvoir d'agir sur les actions concrètes et modifier son rapport au travail. Les freins à l'amélioration de la qualité du travail. Je vois 4 freins majeurs à la mise en œuvre d'actions concrètes sur les milieux de travail. Tout d'abord l'aspect financier, avec l'idée que ces actions de prévention coûtent cher. La mise en œuvre de dispositifs est un coût, or cela est faux. La perception n'est pas la bonne. En effet, il serait plus judicieux de penser ces démarches comme des investissements pour l'avenir, car il y a un retour sur investissement de ces démarches en moyenne de 1 à 3. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, on peut éviter d'en perdre jusqu'à 3, voire en gagner bien plus. Si l'on compare aux méfaits du déni sur les situations de travail, le statu quo, et les ravages du pourrissement des situations sur tous les plans, humains, de la qualité du travail, de la production, sur le plan économique, le constat est édifiant. Il y a des représentations qui ne collent pas. Les actions de prévention et d'action sur les milieux de travail ne coûtent pas, mais elles rapportent sur tous les niveaux, et permettent au contraire de faire des économies significatives. Ceci amène le second point qui participe au déni avec une idée fausse. Dans le rapport au temps. Souvent j'entends « oui mais cela prend du temps, on n'a pas le temps ». Il est vrai que laisser des situations en crise par un statu quo fait gagner du temps. Lorsque l'on voit les effets produits sur la santé des salariés, la casse que cela entraîne en termes de désinvestissement et la perte de l'inventivité dans le travail, la chute de productivité, une perte de la créativité, la génération d'activités empêchées vont générer un certain nombre de pathologies, ainsi que de la frustration largement documentée. Je m'interroge sur ce qui coûte le plus de temps. Ceci participe au paradoxe entre la performance que l'on recherche et les moyens pour l'atteindre. Cela est contradictoire. La mise en place de ces cadres est un gain de temps pour l'avenir. Et comme pour l'aspect du coût sur le moment, il peut y avoir l'impression que c'est du temps de perdu. Mais en réalité, l'on en gagne pour après. Ce sont des groupes de travail avec des objectifs précis, avec un véritable travail d'élaboration sur le concret pour agir le plus rapidement possible. A contrario, l'on consacrera du temps et un budget à savoir quelle couleur sera la plus stimulante pour repeindre les murs et à quel endroit l'on va pouvoir placer le baby-foot. Je caricature à peine. Ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre, mais ne doit pas se substituer à une vraie réflexion collective sur les enjeux du travail en termes de qualité du travail. Le coût et le temps ne sont pas des arguments valables aux yeux de l'urgence des situations de souffrance au travail contemporaines que nous traversons dans un grand nombre d'organisations. Le troisième point est le déni sur les questions du travail. On ne veut pas aborder cette complexité, alors l'on met ça de côté jusqu'au moment où cela génère une crise majeure et où l'on n'a plus le choix d'agir. Au lieu d'être dans une prévention et une intégration à la base de ces prises en considération des RPS et de la qualité du travail, l'action se fait en situation de crise et de casse. De sorte que nous sommes encore trop souvent dans un modèle curatif, en urgence, nécessitant de déployer une orthopédie où il va falloir réparer les individus et reconstruire des liens de confiance lorsque cela est possible, car ils ont été rompus parfois depuis longtemps. Alors, on appelle les pompiers pour éteindre le feu. Or, il n'y a pas de sauveur.
Il ne peut s'éteindre sans la collaboration des forces internes des organisations. Prenons un exemple. Vous courez en forêt, vous chutez malencontreusement, vous avez la main entaillée. Vous vous relevez, vous nettoyez succinctement l'entaille. Une petite voix intérieure vous dit que c'est trop bête. Cette chute va fausser vos performances d'aujourd'hui. Puis vous reprenez votre activité comme si de rien n'était. Peut-être que finalement vous allez pouvoir rattraper votre retard en accélérant. Quelque temps plus tard, malgré la douleur et un petit bandage, histoire de dire que l'on se protège un peu. Le temps passe. Vous changez de bandage et la stupeur. Votre main est méchamment affectée. Vous avez des douleurs dans le ventre et de la fièvre. Alors vous commencez à réfléchir pour agir. Dans les organisations, nous sommes dans le même cas de figure. Tant que cela tient, on fait avec, pourvu que ça dure. Ce n'est rien, ça fait partie du travail. C'est comme ça, une sorte de pensée magique accompagnée d'un fatalisme écrasant. On ne voit pas trop, du coup ça n'existe pas. Jusqu'au boum badaboum, et là ça fait mal. Ça coûte cher, il y a urgence. Le quatrième point que je vois, c'est la difficulté à penser le collectif dans le rapport aux valeurs des métiers qui sont attaqués. C'est-à-dire ce qui est fait ensemble. Pourquoi ? Par l'individualisation des tâches de travail et l'évaluation individuelle. De sorte que le rapport au travail se cloisonne. Les gens ont peur, car ils sont en concurrence les uns avec les autres, se sentent isolés dans un climat suspicieux guettant la moindre erreur. Il y a une difficulté à créer une confiance et des liens de collaboration pourtant indispensables dans l'expérience du travail. Alors on comprend aisément que la parole ne puisse s'exprimer et la construction d'un dialogue efficace soit possible, malgré les happiness officers responsables du bonheur au travail. Parce qu'un des enjeux pour permettre le développement de la qualité du travail, c'est de réintroduire la délibération sur les enjeux du travail réel. C'est-à-dire ce qui se fait au quotidien dans des temps dédiés à cette pratique. Un dialogue construit pour permettre ces échanges de points de vue. Délibérer sur ces questions que pose le travail en termes de sens, de qualité et d'organisation, par l'intermédiaire des critères de qualité du travail, et porteurs de santé pour l'individu, et donc, in fine, pour l'organisation, parce qu'il permet de restituer le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est développer des marges de manœuvre pour apprécier et mettre en place des actions qui servent le travail afin d'être plus efficace par une réappropriation de ce qui est fait. Investir ces questions du travail, ces dilemmes liés à l'activité est porteur de performance pour l'entreprise. Pour une raison simple. Le débat porté sur ces critères de qualité permet de mobiliser les manières les plus efficaces pour faire le travail de façon intelligente, pratique, performante, en réintroduisant le sens du travail bien fait, dans les règles de l'art, avec les experts du travail, c'est-à-dire ceux qui le font au quotidien. Le développement du pouvoir d'agir, créativité, santé, efficacité. Mettre en place ces cadres de délibération dans les entreprises a permis de résoudre des centaines de dysfonctionnements internes en peu de temps. Moins d'un an. D'améliorer la satisfaction des salariés de façon significative, 75% au lieu de 35% au départ, tout en modifiant le rapport au travail par l'enrichissement qu'il apporte comme réflexion sur les métiers et les activités déployées pour répondre aux contraintes inhérentes au quotidien. De questionner la pertinence des process, de fait, il y a une mise à jour des savoir-faire qui se revitalise par ce dialogue ainsi créé. Ceci est un atout majeur de performance trop souvent minimisé. Le but est de faire descendre l'organisation au niveau du terrain pour traiter les questions que pose le travail afin d'y apporter des réponses concrètes en termes d'efficacité immédiate. En effet, bien souvent, les éléments du terrain montent dans les directions et se perdent en route. Or là, il n'y a plus de déperdition puisque tout est au même niveau. Car être en bonne santé, c'est se sentir performant et utile dans un travail où l'on peut se reconnaître à l'intérieur. Cette question de la performance n'est pas uniquement une question de chiffres, mais se sentir performant, c'est être capable de développer sa créativité en ayant suffisamment de marge de manœuvre pour agir et surmonter les échecs du travail quotidien, du réel qui échappe à la maîtrise, et va nécessiter de trouver un chemin différent pour faire ce que l'on a à faire. Si bien que dans l'expérience du travail, il y a quelque chose de soi que l'on rajoute pour que cela fonctionne. La centralité des questions que pose le travail réel pour améliorer la qualité du travail est de revenir au fondamental, le travail lui-même, ce qui est fait. Car les prescriptions des tâches ne font pas partie du travail. Elles ne sont pas le travail qui est réalisé pour répondre aux objectifs. Cet écart est un monde qui est rarement abordé mais pourtant essentiel, c'est celui de l'activité. Souvent on va prendre le travail prescrit comme une finalité et le but en soi, mais il ne dit rien du travail. En définitive, puisque si l'on ne s'en tenait qu'aux prescriptions, cela ne fonctionnerait pas. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle la grève du zèle, s'en tenir aux tâches prescrites et rien d'autre. Alors l'on fait le constat que plus rien ne marche. C'est bien qu'il y a autre chose. L'on rajoute quelque chose de soi au prescrit pour que cela fonctionne. On sait que le travail, pour qu'il soit efficace et productif, nécessite la collaboration d'une équipe. Or, à l'heure actuelle, on assiste à un éclatement des solidarités et des références au métier. Cette construction de la coopération nécessaire pour la bonne marche du travail, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'individualisation et l'isolement des individus les uns par rapport aux autres, générée par la parcellisation des tâches de travail ainsi que l'évaluation individuelle du travail. La notation des salariés sur des objectifs flous.
Le délitement des collectifs, par la mise en concurrence qui est généralisée des uns avec les autres, génère une perte de confiance. Or, pour qu'il y ait une coopération dans le travail, il faut que les personnes puissent se parler. Mais parler est un enjeu et un risque. Alors, il n'y a plus d'échange possible sur le travail. La coopération laisse place à la compétition où se développe la suspicion, les coups bas, la peur. Si bien que la qualité du travail se dégrade. Car les vrais enjeux du travail ne peuvent être abordés. Les difficultés passées sous silence, il y a une atrophie généralisée. Instituer des cadres de travail précis. Dans les entreprises, on constate que ces questions sur le travail, sur les critères de qualité de ce dernier sont bien souvent occultées. Il n'y a pas d'espace où traiter ces problématiques. L'enjeu des démarches que l'on met en place dans les entreprises est celui de faire ressortir cette dimension complexe du travail réel, celui qui se fait, au travers d'un dialogue polyphonique sur les critères de qualité du travail. D'apporter méthodologiquement un cadre qui va permettre d'institutionnaliser ces temps de délibération sur les enjeux du travail, dans le but de dépasser les blocages organisationnels, les incohérences, par cette médiation de passeurs de réel dans l'organisation. Beaucoup de conflits d'entreprise sont liés à ce déni du travail sur les enjeux du travail par les questions qu'ils posent. Faute de pouvoir aborder ces enjeux, les conflits se déplacent en conflits de personnes, au lieu de porter sur les enjeux du travail lui-même par l'intermédiaire des conflits de critères. La délibération sur les enjeux du travail. L'autre point que je vais aborder est celui de la délibération sur ces critères du travail. Bien entendu, concerter les salariés sur les enjeux du travail qui les concernent au quotidien est essentiel. Mais donner son avis sur un sujet, en sachant pertinemment que votre parole n'a aucun impact sur ce qui vous concerne, puisqu'en définitive les décisions sont déjà prises ailleurs, laisse un goût amer. Selon une étude publiée en 2017 par l'ANACT, la concertation sans application est encore plus délétère pour la santé que la non-concertation. Parce que faire semblant que votre avis compte nuit à la santé. C'est d'ailleurs la limite de certains dispositifs d'écoute des difficultés mises en place par les entreprises. Une écoute avide, sans possibilité de modification des conditions qui génèrent le mal-être. Voilà une impasse au développement de la santé dans son organisation. Ou encore la mise en place d'une boîte à idées, où l'on pourrait mettre en dessous, dans bien des cas, la boîte à idées des bonnes idées qui ne seront jamais appliquées. Merci d'avoir participé. Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la réalité dans beaucoup d'endroits. De plus, l'enjeu des démarches d'amélioration sur les critères de qualité du travail a pour but d'avoir des applications concrètes, efficientes, sur le travail lui-même au quotidien, comme on a pu déjà le voir. Car sinon, faute d'application effective, la concertation provoque l'effet inverse. Elle génère rancœur et défiance, ce qui dégrade encore plus le climat social de l'entreprise et la possibilité de créer des liens de confiance. La confiance se transforme alors en défiance. Dans cette démarche, vous l'aurez compris, la délibération sur les critères d'exécution du travail est au cœur du processus. Instituez ces cadres dans vos entreprises pour stimuler la performance et la créativité, car l'objet au-delà du sens, de la qualité donnée à ce que l'on fait, c'est d'être efficace. C'est cette efficacité, en préservant la qualité du travail, qui a du sens, qui est vectrice du développement de la santé et donc d'une entreprise plus apte à répondre aux défis de demain en étant plus compétitive. Merci.